Bon Clio, ça suffit cette fois-ci, j'étais patiente mais il faut vraiment que j'aille m'entraîner parce que c'est pas en t'écoutant parler que je vais gagner ma médaille d'or là hein. Attends, j'ai un autre sujet passionnant à te proposer, les Jeux Olympiques et la politique. Non mais tu crois vraiment que c'est avec ça que je vais convaincre les jurés de me donner ma médaille d'or? Non, hein, mais tu pourras impressionner tes concurrents avec toutes tes connaissances. Oui enfin, ou les assommer d'ennui, tu veux dire. Nous revoici pour une nouvelle vidéo consacrée aux Jeux Olympiques. Surtout n'hésitez pas à aller voir nos vidéos sur les Jeux Olympiques antiques et sur les Jeux Olympiques modernes, avant ou après cette vidéo, c'est vous qui voyez. Bon, t'as fini de faire ta promo Clélia? Je voulais revenir sur la politique et les jeux parce qu'on est passé hyper vite dessus la dernière fois. Hyper vite, je suis pas certaine que ce soit le mot le plus approprié pour parler de la longueur de nos vidéos hein. Bon bref, Clio, on le devine, les Jeux Olympiques sont aussi un enjeu diplomatique. Enfin, on est bien loin en effet de l'idéal de paix qu'imaginait Pierre de Coubertin lorsqu'il propose de faire renaître les Jeux en 1894. Enfin, ceci dit, Pierre de Coubertin se basait sur un modèle idéalisé des Jeux antiques. D'ailleurs, Clio, j'y pense, t'aurais pu l'informer que les Jeux n'ont jamais été séparés des questions politiques. Oui, mais il était un peu têtu et j'avais du mal avec lui à... Bref, déjà le choix des lieux où se déroulent les Jeux donne lieu à des tractations politiques. Tout comme d'ailleurs le choix de participer ou non aux Olympiades. Mais tout ça reste purement symbolique. Oui, c'est purement de la diplomatie. Prenons un exemple. L'Allemagne vaincue en 1918 n'est pas invitée à participer pendant plusieurs Jeux d'affilée pour la punir symboliquement. C'est une manière de montrer qu'elle est mise au banc de la communauté internationale. A l'inverse, en 1931, on décerne les Jeux à Berlin pour l'année 1936. On montre alors qu'elle a réintégré ce qu'on appelle le concert des nations. Il existe aussi ce qu'on appelle le boycott. C'est le choix délibéré d'un pays de ne pas se rendre à une Olympiade en signe de protestation. Les athlètes de ce pays ne peuvent pas se présenter sous sa bannière. Et les cas ne manquent pas, n'est-ce pas Clio? Aux Jeux de Moscou de 1980, pas moins de 68 nations ont refusé de participer à cause de l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan en décembre de l'année précédente. Et puis de manière générale pour protester contre le non-respect des droits de l'homme dans l'Union soviétique. Mais c'est quand même un peu hypocrite, hein, parce qu'il me semble que ces pays continuent à commercer avec l'URSS, n'est-ce pas Clio? Je ne peux pas répondre à votre question. Oh, ça va, tu peux le dire. Hein. Bon allez, on passe à notre première date. 1936, les Jeux dévoyés. Justement, cette date, on vient de vous en parler. En 1936, les Jeux Olympiques se déroulent en Allemagne. Sauf qu'à l'époque, ce sont les nazis qui sont au pouvoir. Quand l'Allemagne a été choisie en 1931 par le CIO pour organiser les Jeux d'été à Berlin et les Jeux d'hiver à Garmisch, la République de Weimar semblait plutôt bien installée. Les nazis arrivent au pouvoir en 1933 et mettent fin au régime démocratique. Les Jeux Olympiques ont d'ailleurs bien failli ne pas avoir lieu. Les théoriciens du parti nazi étaient plutôt contre le principe même des Jeux Olympiques, mais contre toute attente, ils vont quand même décider de poursuivre le projet. Ils ont compris le bénéfice qu'ils pourraient en tirer. Des athlètes venus du monde entier avec des journalistes, c'est l'occasion de faire la propagande de leur régime politique. Et de prouver la supériorité des Allemands, à condition bien sûr de gagner des médailles. Le vieux stade olympique prévu pour 1916 est entièrement reconstruit. On organise même un nouveau cérémonial, le relais de la flamme depuis Olympie. Dès 1933, certains journaux américains s'inquiètent. Selon la charte olympique, toute forme de discrimination à l'égard d'un pays ou d'une personne est incompatible avec l'appartenance au mouvement olympique. La politique raciale des nazis, notamment à l'égard des juifs qu'ils agressent et persécutent, n'est pas compatible avec ces idéaux. À l'étranger, on commence d'ailleurs à lancer des appels au boycott. En vain, puisque finalement, aucun pays invité ne s'est retiré. En France, on a tout de même hésité lors d'un débat parlementaire. Un député communiste, Florimond Bonte, s'oppose au vote des crédits pour envoyer une équipe française. Des Jeux tenus sous le protectorat d'Hitler ne peuvent être qu'une grandiose manifestation servant de paravent aux préparatifs guerriers méthodiques et minutieux de l'Allemagne nationale socialiste. Certains vont tenter d'organiser des contre-jeux, mais sans succès. Seuls les Jeux populaires de Barcelone auraient pu rivaliser, mais ils sont annulés par le début de la guerre civile espagnole.
Pour tenter de désarmer l'opposition, le comité d'organisation allemand sort le baron de Coubertin, que tout le monde avait oublié, de sa retraite en Suisse pour qu'il leur apporte son soutien. Et face à l'appel au boycott des organisations internationales juives, l'Allemagne va prendre des mesures en gage de bonne volonté. Les panneaux antisémites vont être provisoirement enlevés de Berlin et surtout les autorités vont autoriser une escrimeuse juive, Hélène Mayer, qui vit et s'entraîne alors aux États-Unis et qui va pouvoir représenter son pays pendant les Jeux. Elle remporte une médaille d'argent et doit, comme tous les autres sportifs allemands, porter la croix gammée et faire le salut nazi lors de sa remise de médaille. Et ce sera la seule juive à concourir dans l'équipe allemande. Bref, rien n'a empêché les Jeux de Berlin, ni les lois anti-juives, ni le réarmement, déjà pourtant bien visible, de l'Allemagne. Quasiment aucune voix discordante n'a été entendue. Les journalistes ont loué le faste, la qualité de l'accueil, de l'organisation, et les compétitions sportives ont été couvertes en direct. En fait, le seul grain de sable a été le coureur noir américain Jesse Owens, qui est la star de ces Jeux. Il remporte 4 médailles d'or pour le 100 mètres, 200 mètres, relais 4 x 100 mètres et le saut en longueur. Ces victoires ont rendu Hitler furieux. Il a tout bonnement refusé de féliciter les vainqueurs non allemands des compétitions, mais en réalité le triomphe des nazis est alors total. Au classement des nations, l'Allemagne est loin devant avec plus de 85 médailles. La propagande a parfaitement bien fonctionné. Hitler s'est servi de cet événement pour faire la promotion de son idéologie. Sa réalisatrice favorite, Leni Riefenstahl, tourne un film sur les Jeux, les lieux du stade, qui est aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma de propagande et qui a changé la manière de filmer les compétitions sportives. Jesse Owens, le coureur sur lequel on fait aujourd'hui des films, n'a jamais été récompensé de son vivant par les États-Unis. Il a fini son existence complètement oublié. Paradoxalement, il a déclaré s'être senti plus libre en Allemagne qu'aux États-Unis. Dans les années 1930, il régnait aux États-Unis encore une stricte ségrégation entre les blancs et les noirs. Quant à l'escrimeuse Hélène Mayer, elle retourne aux États-Unis et elle devient citoyenne américaine en 1940. 1956, les Jeux qui auraient pu tourner au fiasco. Le contexte politique de l'année 1956 se répercute sur les Jeux organisés pour la première fois dans l'hémisphère sud à Melbourne en Australie. Alors comme en Australie, l'hiver et l'été sont inversés, les Jeux d'été ont lieu en novembre. À l'exception cependant des Jeux d'équitation qui ont lieu à Stockholm, tout simplement parce que le CIO n'avait pas du tout anticipé la législation australienne sur l'entrée des animaux, et les chevaux auraient dû rester en quarantaine pendant 6 mois. Merci Clélia pour cette anecdote. Surtout pour la première fois, les Jeux font l'objet de boycotts. À l'époque, on est en pleine crise. L'Égypte souhaite nationaliser le canal de Suez qui se trouve sur son territoire. Mais Israël, la France et le Royaume-Uni, qui possèdent des parts du capital du canal, le refusent. Par conséquent, l'Égypte, l'Irak et le Liban, par solidarité, refusent donc de se rendre en Australie tant que les 3 pays alliés n'en sont pas exclus. Le président du CIO va tenter en vain de les convaincre de venir en disant que les Jeux Olympiques sont des compétitions entre individus et non pas entre nations. On a aussi pas mal de tensions liées bien sûr à la guerre froide. À leur grand déplaisir et avec beaucoup de tensions, les 2 parties de l'Allemagne sont contraintes de concourir sous le même drapeau. La Hongrie vient également de se soulever contre son gouvernement soutenu par l'URSS qui a envoyé ses chars réprimer l'insurrection. Pour protester, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse refusent de se rendre à Melbourne. Le match de water-polo entre les équipes russes et hongroises tourne en bagarre généralisée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une Olympiade bien mouvementée. 1968, le point levé. En 1968, les Jeux Olympiques se déroulent à Mexico et là aussi la situation est un peu compliquée. Peu de temps avant l'ouverture des Jeux, la police mexicaine a massacré des étudiants qui manifestaient et pendant ce temps, aux États-Unis, les mouvements pour les droits civiques se battent pour les Noirs américains, pour la fin du racisme et de la ségrégation raciale. D'ailleurs, pendant les Jeux, les Noirs américains et nombre de leurs compatriotes blancs portent un badge indiquant Olympic Project for Human Rights pour protester contre le racisme de manière générale. Mais ceux qui vont faire le plus parler d'eux, ce sont 2 coureurs, Tommy Smith et John Carlos. Ils obtiennent les 1ère et 3e places du 200 mètres le 16 octobre 1968. Pendant l'hymne américain, sur le podium de remise des médailles, ils baissent la tête et élèvent leurs poings gantés de noir. Ce geste est interprété comme la marque de leur soutien au mouvement du Black Power et plus particulièrement aux révolutionnaires afro-américains des Black Panthers. Ça ne plaît pas du tout au président du CIO qui demande leur exclusion. Ils sont renvoyés chez eux et exclus à vie des Jeux Olympiques. Le 3e homme sur le podium ce jour-là, l'Australien Peter Norman, aurait suggéré aux 2 hommes de partager la seule paire de gants noirs qu'ils avaient en leur possession.
Pour son soutien, il ne pourra pas non plus participer aux Jeux suivants. Pour l'anecdote, lorsque Norman meurt en 2006, ce sont Smith et Carlos qui portent son cercueil. Pour en revenir à 1968, d'autres athlètes américains se font remarquer. Lee Evans, Larry James et Ronald Freeman, ayant réalisé un triplé américain sur 400 mètres, montent sur le podium en portant le béret noir des Black Panthers. Et ils ne sont, eux, pas exclus. Et pourtant, malgré toutes ces affaires politiques, les Jeux Olympiques ont continué. Et voilà pour cette 3e vidéo sur les Jeux Olympiques, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous laisser un petit commentaire, ça nous fait vraiment très plaisir. On vous retrouve très bientôt pour une dernière vidéo sur les Jeux Olympiques. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt! Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est nos vidéos. Tu peux aussi me suivre, enfin nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et puis surtout, si tu as des questions ou des idées de vidéos, mets en commentaire, je te répondrai personnellement, c'est promis.